Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand il y a un trop gros écart entre ce que tu es vraiment et ce que tu dois faire au quotidien, à un moment donné, c'est comme si tu marchais en permanence avec non pas un petit caillou, mais un rocher dans ta chaussure. Et moi, j'ai décidé d'essayer, de tout faire pour m'en affranchir. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mustapha Baman, fondateur de France Originelle, entreprise spécialisée dans la promotion et la distribution de produits français à l'export. Mustapha nous parle de son parcours et les raisons qui l'ont poussé à quitter le monde du salariat pour se lancer à son compte. Et il nous décrit les problématiques et les challenges liés à l'exportation, ainsi que l'importance du relationnel dans ce secteur d'activité. Enfin, il nous parle des engagements qui lui tiennent à cœur envers les personnes âgées et les jeunes de quartier. Tu peux aussi demain aspirer à être ingénieur, être avocat, et c'est possible. Sauf que ces exemples de représentation de réussite sont pas assez souvent présents dans les familles ou dans les écoles. Pour plein de raisons. Et dont une, c'est que globalement, j'ai pu constater qu'un certain nombre d'entre nous qui avons réussi leur carrière académique ou professionnelle, une fois qu'ils réussissent, ils se coupent un petit peu de la base qui était la leur. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mustapha. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Je t'ai pas demandé, mais tu es dans quelle ville là actuellement? Alors moi, je suis basé à Orly, en région parisienne. D'accord. Parce qu'il y a une ville à côté de l'aéroport. Tout le monde connaît l'aéroport, mais peu savent qu'il y a une ville qui s'appelle véritablement Orly. J'habite à Orly, Je sais pas non plus. région parisienne. Voilà, tu vois. Ok, cool. Mustapha, je suis très content de t'accueillir dans mon podcast. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait un petit moment qu'on essaie de savoir. Pour commencer, je te propose de te présenter brièvement. Ouais. Mustapha, 41 ans, Mustapha Baman, 41 ans. Je suis stéphanois de naissance. Je suis né à Saint-Étienne, enfant de parents marocains de la région d'Agadir, et je suis le troisième enfant d'une fratrie de 6, avec une parité respectée, 5 garçons et une fille. Inch'Allah. Ironique, bien sûr. Et voilà, donc ce que je fais principalement, et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles tu m'as proposé d'échanger, c'est que j'ai une activité où je représente un certain nombre de marques à l'export, des marques essentiellement françaises. Donc, j'aime bien dire que je suis quelque part un terroiriste, avec le i, sinon je vais finir en tôle. J'ai pour activité principale de rechercher des produits d'un certain terroir, des cannelés de Bordeaux, par exemple. On va faire des macarons, on va faire des fromages AOP, IGP. Et mon job, c'est de faire en sorte que ces produits, on puisse les retrouver dans un certain nombre de pays, principalement du Moyen-Orient. Et puis, voilà, après, me présenter, en quelques mots, ce serait ça. Un petit engagement associatif auprès des jeunes aussi, dans les quartiers populaires. Et puis auprès des personnes âgées, je fais partie d'une association qui lutte aussi contre l'isolement des personnes âgées, qui est un vrai fléau en France et dont on ne parle pas assez. Il y a énormément de personnes âgées, plus de 50 ans, 60 ans, qui vivent une solitude mortifère. Voilà, dans les très grandes. Bon, c'est un peu moins joyeux la fin, mais bon, c'est comme ça. On en reparlera. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et je pense que ouais, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et qui mérite de prendre un peu de temps pour en discuter. Mustapha, pour qu'on comprenne un peu d'où tu viens, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Qui était Mustapha à 10 ans? Dans quel environnement il a grandi et à quoi il aspirait? Alors, moi, comme je te dis, mes parents sont arrivés du Maroc dans les années 70. Mon père a travaillé dans plusieurs usines, dans des aciéries à Saint-Étienne. Puis, le chômage consécutif aux fermetures d'usines a fait qu'il a été licencié. Et puis, il s'est converti. Alors, je dis ça, c'est important pour la suite de ma carrière. Il s'est converti au commerce, si tu veux. Et puis, il a monté une épicerie voilà, dans des conditions qui n'étaient pas forcément plus aussi évidentes qu'on pourrait le penser après coup. Et à 10 ans, mon père c'est ça, 10 ans, il venait d'avoir sa première année en tant qu'épicier, si je dis pas de bêtises, oui, c'était en 89-90. Voilà, donc troisième enfant d'une famille assez modeste. On a grandi dans un quartier
on va dire, populaire de Saint-Étienne. Et puis, Mustapha, quand il aspirait à 10 ans, c'était des rêves de son âge. Hein. Je voulais être footballeur professionnel. Je voulais, voilà, je me posais pas encore beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. Hein. Quand tu as 10 ans, tu as des enfants, tu regardes la vie, tu essaies de comprendre un certain nombre de choses avec l'innocence qui caractérise les enfants. Mais voilà, une enfance assez modeste, mais franchement très heureuse. Une présence des parents de tous les instants. On n'a jamais manqué de rien du tout. Grâce à Dieu, un toit, manger était toujours assuré par des parents qui veillaient au grain pour notre éducation. Et puis côté scolaire, à 10 ans, bon je crois qu'on a quel âge à 10 ans? C'est bon, quel âge? Alors, ça doit être, CM1? CM1, CM2? ouais, fin de primaire. Ouais. Fin de primaire. J'étais assez bon élève hein, en primaire et en collège. Ça, c'est un peu compliqué pour moi par la suite au lycée. Ouais. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je pourrais te dire, non, globalement, une enfance vraiment heureuse. On se posait pas 36 000 questions. Nous, tu nous donnais un ballon de foot. On était les plus heureux de la Terre. On pouvait jouer pendant 14 heures au foot avec des scores dignes d'un match de rugby, 79, 72. Et le seul qu'on détestait, c'est celui qui avait le ballon. Souvent, parce que c'est lui qui décidait de la fin de la partie en général. Et du coup, ouais, au niveau du parcours scolaire, tu es resté à Saint-Étienne pendant un Ouais, petit je suis moment? resté à Saint-Étienne jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à la fin de enfin, à l'époque, ça s'appelait un DESS, un Master 2. J'ai fait des études de langue. J'ai eu un bac ES, économique et social. Alors, je ne connais plus les correspondances. Hein. Je suis un peu largué Moi non plus, par rapport à je te ça. Ça rassure. existe encore ou pas, je n'en sais rien. Et donc, j'ai fait une fac de langue, hein, langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, sans vraiment savoir vers quoi ça allait me mener, mais j'ai adoré les études que j'ai poursuivies. C'est Est-ce que tu vraiment des étais bon études. en langue ou par défaut? Alors, si tu veux, il y a eu une période où j'ai fait après mon bac, je m'étais pas du tout renseigné plus que ça en termes d'orientation et je pense que c'est un truc à ne surtout pas faire. Et c'était assez Mhm. compliqué parce que, si tu veux, en termes d'orientation, mais bon, c'est une question qui est extrêmement vaste et profonde. On n'avait pas forcément les ressorts et les ressources pour pouvoir avoir une orientation qui soit réfléchie en ayant conscience des filières longues qui se présentent, qui peuvent se présenter à nous, notamment les jeunes des quartiers populaires sont, alors je sais plus si encore là, a été souvent orienté vers des voies professionnelles, non pas que ce soit insultant, mais pour les autres, c'est vrai que c'était le lycée général avec au final très peu d'informations et j'en assume une responsabilité hein, parce que je me suis pas posé plus de questions que ça quant à savoir quelle orientation je voulais donner à mes études. Est-ce que même je voulais faire des études? Franchement, je peux pas te dire que j'ai eu un plan de carrière estudiantin Mhm. très, très développé, comparativement à mon jeune frère qui, lui, savait qu'il voulait faire l'école des mines, qui s'est donné les moyens, il a fait sa prépa, etc. Il avait un programme très, très bien Mhm. préparé. Moi, c'était un peu plus vacillant, on va dire. Donc, j'ai fait une année d'IUT à la fin après mon bac, ce qui s'est très mal passé parce que j'ai pas du tout apprécié le cadre. Je pense que je suis un électron libre et que globalement, plutôt que de me dire voilà les différentes étapes de notre chemin, je préfère qu'on me dise rendez-vous à tel endroit et puis moi je me débrouille par Mhm. moi-même. C'est un peu le système de l'université et que j'ai beaucoup apprécié parce que globalement, on te fixe des objectifs, on te donne des références à lire, on te donne un certain nombre de choses à faire et puis on te donne rendez-vous en fin d'année. Si tu as Mhm. préparé ça peut bien se passer pour toi si tu n'as pas préparé, il n'y a pas de surprise. Hein, y avait un gros écrémage. Je pense que c'est toujours le cas à l'université. Hein, tout le monde rentre en première année, mais déjà entre la première et la deuxième année, il y a moins de monde. Et puis de la première à la licence, je sais pas, je pense qu'il reste même pas 10 ou 15% des effectifs. Donc c'est très sélectif, mais c'est une sélection qui se fait par la rigueur que tu peux t'imposer à toi-même. Ouais. Voilà, après j'ai fini, donc j'ai eu une maîtrise en langue étrangère et puis j'ai fini par un troisième cycle en commerce international. Donc, langue étrangère, c'était l'anglais? Ouais, enfin, c'est l'anglais espagnol. Anglais, espagnol. Ok. Et tu as dit juste après, j'ai pas entendu. Troisième cycle en commerce international. Ok. Donc, troisième cycle, c'est quoi? C'est Un master 2, ce qu'on appelle M2, je d'accord. pense. Moi, c'était un M2. DEC. Ok. Ok. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu as une envie de commerce, de faire des études de commerce?
Ouais, en fait, si tu veux, ma formation en langue, elle n'était pas du tout destinée à devenir prof ou je ne sais quoi. Elle était vraiment langue étrangère appliquée au commerce, aux relations commerciales internationales. Elle D'accord. avait une finalité à devoir se mettre en pratique dans un contexte économique ou de traduction. Alors, tu pouvais toujours bifurquer en fin de maîtrise, en de licence, si je dis pas de bêtises, vers l'UFM ou pour te spécialiser pour devenir prof, Ouais. mais c'était pas ma finalité première. La traduction ne m'intéressait pas plus que ça. Voilà, donc, et puis tu sais, je t'ai parlé il y a quelques minutes là de mon père qui était épicier, et puis ça a Ouais. été aussi un aspect fondamental de la personnalité qui est la mienne aujourd'hui, hein, parce que ça a été l'école du commerce, hein, qui vient du commerce, qui m'a apporté Hmm. beaucoup de choses, et j'ai eu cette j'ai envie de dire, déformation professionnelle qui m'a suivi et euh, qui m'a posé beaucoup de questions aussi par rapport à mon expérience salariale et puis qui a été une source de motivation pour lancer notamment les quelques activités que j'ai lancées, dont la dernière dont je t'ai parlé, enfin la première du coup, mais la dernière chronologiquement, liée à l'exportation des produits français. L'idée pour moi, c'était fils d'épicier un jour, épicier toujours, j'ai envie de dire, et j'ai voulu joindre ça avec ma formation en langue et puis en commerce international, et je me suis dit que j'allais devenir quelque part une sorte d'épicier à l'export. Oui. Voilà. Alors, après ce master-là, tu as fait pas mal d'expériences assez courtes, de 1 an à 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. À chaque fois, c'était dans la vente ou dans le commerce. C'était quoi? Alors j'avais une double casquette logistique et commerciale, et puis j'ai mes quelques expériences entre aussi dans ce domaine-là. Après, mes expériences professionnelles aussi s'inscrivent dans le cadre de ma vie, hein, des choix de vie que j'ai pu être amené Mhm. à faire. Donc, j'ai souvent aussi raccroché les wagons par rapport à des déménagements, par rapport à des changements de situation personnelle. Voilà. Mais s'il y avait, bon, j'ai appris beaucoup de choses dans ces boîtes, mais je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait une espèce de carcan dans lequel je voulais pas forcément rester. Et la déformation professionnelle dont je te parlais, elle s'est manifestée très clairement lors des différentes expériences salariales. Je sentais un petit peu comme un caillou dans la chaussure où je pensais que, alors que je travaillais avant même d'avoir intégré le marché du travail avec mon père notamment, que Mhm. les titres, tout ce qu'on m'avait vendu entre guillemets à l'école, tout ce que tu peux entendre dans l'espèce de, tu sais, d'environnement manager, tous ces titres-là, Mhm. toutes ces choses-là, ça avait du contenu. Puis je me suis rendu compte que souvent derrière le titre, derrière l'apparence, quand tu grattes un petit peu, le vernis il se craquelle et que bon, finalement, c'était pas si épanouissant que ça, si tu veux. Donc, c'est ce qui m'a amené petit à petit à réfléchir à monter une activité pour moi, parce que je me suis rendu compte que la liberté, ouais. Grosso modo, on t'a vendu on vend du rêve souvent en école de commerce. Moi, j'ai pas fait d'école de Ah, commerce, hein, pardon, dans le commerce de mais manière je pense que, générale. ouais, Hmm. ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais moi, c'est des choses, en fait, oui, je suis d'accord. Alors, on te vend du rêve, on est, comment dire, enfin, je vais pas dire manipulé, le mot est peut-être fort un petit peu, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on est manipulé parce qu'on est manipulable. Hmm. On est manipulé parce qu'on est malléable, si tu veux, et on aspire, tu vois, à vivre une réussite qui s'inscrit exclusivement dans un cadre très spécifique, alors que la vie, Hmm. elle m'a montré à travers les rencontres, à travers mon propre parcours, celui de mes amis, de la famille, qu'il y avait 150 000 manières de réussir et que tu pouvais être un boucher et t'épanouir sur le plan financier, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et que tu n'avais rien à envier à quelqu'un qui était manager, qui avait un titre et un costume cravate dans une boîte X ou Y, multinationale X ou Y. Mais ce qui était important, c'était d'essayer de savoir ce que tu voulais faire et de te donner les moyens d'y arriver. Alors, c'était pas simple, hein. Moi, j'ai mis du temps avant d'arrêter de me bercer d'illusions, si tu veux, et de me Hmm. dire que les voies de la réussite pour moi, c'est là où tu te sens bien. Pas forcément lié à une réussite financière, c'est pas forcément lié à un titre. Les titres m'intéressent pas du tout. Vraiment, j'ai pas de manager, director, supervisor, tout ce que tu veux, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Euh, et voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir jusqu'où je pouvais m'épanouir et jusqu'où je pouvais exprimer tout mon potentiel. Et c'est là où tu parlais de vendre du rêve quelque part. On a des espèces de carcans dans lesquels
on peut se mouvoir, mais qui, in fine, quand tu y réfléchis par rapport à notre activité quotidienne, enfin, je parle pour moi, hein, mais pour avoir échangé avec plein de gens, c'est souvent la réalité qui sort. Quand on est dans un carcan aussi appétissant et sexy soit-il, entre guillemets, sur le papier, tu te rends compte que la réalité, elle est souvent bien différente. Alors après, on a tendance à y rester pour plein de raisons, parce que pour euh, continuer à se convaincre qu'on a fait le bon choix, c'est très difficile de dire que peut-être qu'on a fait fausse route, tu vois. Hmm. C'est aussi pour payer ses factures, hein, tout simplement. C'est très difficile aussi à un moment donné de quitter sa zone de confort alors qu'on a des traites, des loyers, des charges à payer. Et puis c'est aussi quelque chose dont je pense que je suis parvenu à m'affranchir, c'est que vont penser les autres. Hmm. Oui, Tu qu'est-ce qu'ils vois, vont dire? le regard des autres et te dire, ben, finalement, voilà, je décide de prendre une certaine autonomie, une certaine indépendance pour pouvoir exprimer pleinement ce que j'ai envie de faire. C'est pas facile, là, je te dis, mais c'était le fruit d'âpres discussions entre moi et moi-même, si tu veux, et des discussions philosophiques, si tu veux, à n'en plus finir. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, voilà. L'autre fois, avec un ami, il m'a dit, est-ce que tu as le regret? Je lui ai dit, ouais, c'était le regret, c'est d'avoir, entre guillemets, il y a pas, voilà, la vie est telle, hein, elle est telle qu'elle est, et puis on apprend de ces expériences. Mais si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt, quoi. Ouais. Et du coup, tu as parlé un peu des carcans, de cet environnement un peu. Qu'est-ce qui te dérangeait dans l'environnement professionnel dans lequel tu C'est travaillais? l'apparence. Enfin, alors, en fait, si tu veux, je pense que c'est un système global où il faut entre guillemets jouer le jeu des règles qui ne te conviennent pas forcément. Il faut que tu arrives, que tu sois propriétaire à tel âge, que tu sois manager ou directeur ou je sais pas quoi, que tu aies un poste soi-disant à responsabilité. Qu'est-ce que c'est que les responsabilités? Ça aussi, c'est des vastes questions. Où tu dois faire semblant souvent d'avoir une activité. Je veux dire, quand on regarde un petit peu autour de soi, il y a beaucoup de comédie en fait. Bon, alors on joue tous un rôle, hein. Même là aujourd'hui, là on en discute toi et moi. Il y a, voilà, bon, j'essaie d'être le plus sincère, le plus honnête possible dans ma manière de dire ce que j'ai à te dire. Mais quand il y a un trop gros écart entre ce que tu es vraiment et ce que tu dois faire au quotidien, à un moment donné, c'est comme si tu marchais en permanence avec non pas un petit caillou, mais un rocher dans ta chaussure. Et moi, j'ai décidé d'essayer, enfin, de tout faire pour m'en affranchir, parce que c'est c'est pas facile, mais j'ai la conviction que la liberté, elle a un coût. Elle a un coût parce que Mhm. c'est pas facile de se mettre à son compte, de se lancer, de prendre des risques. Et franchement, elle n'a pas de prix, tu vois. Oui. À quel niveau, dans cette expérience professionnelle, tu as décidé que voilà, je vais me mettre à mon compte ou je vais changer de type d'activité? À quel moment c'est venu? Alors, c'est lié après, il y a eu la crise de 2008 et j'ai été remercié, on va dire ça poliment, d'une boîte dans laquelle j'étais et dans laquelle je m'étais énormément investi en forme de. En toute je pense, de manière très humble, je suis un forçat du travail, ça me fait pas peur. Faire des heures, etc., ça ne me dérange pas. Par contre, et c'est là où je te disais, on se berce d'illusions souvent par rapport à certaines boîtes ou certains titres, c'est que quand tu grattes derrière, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance ou de gratitude par rapport à un travail que tu peux donner. Et Mhm. aujourd'hui, on peut chanter tes louanges et demain te dire, eh ben, t'es une grosse M, je vais pas te citer le mot, et donc on va te mettre à la porte parce que tu vas servir de fusible. Et puis voilà, donc j'ai été lourdé, puis j'ai galéré un an. C'était une période de chômage très difficile entre 2000, toute l'année globalement 2009, et puis j'ai multiplié les entretiens, voilà, j'étais hyper mobile, j'étais prêt à tout pour retrouver un travail parce que on parlait du regard des autres dont c'est difficile de s'affranchir, ça l'est encore plus quand tu es dans une phase de chômage, hein. Un chômeur, c'est pas une profession, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi et j'avais énormément de difficultés pour accepter cette situation, alors que Mhm. sur le papier, je cochais beaucoup de cases, j'avais un, ouais, une certaine expérience, un bagage académique qui devait me permettre de. À ce moment-là, tu t'es déjà marié? Ouais. Ouais.
Voilà, et puis même le regard en interne quand on rentre à la maison, quand tu vis cette situation, il n'est pas simple. Et c'est Mm. pas faute de devoir multiplier les entretiens, voilà, j'ai visé extrêmement large, quitte à sortir de mon domaine de prédilection qui était vraiment le commerce international intrinsèquement. Mais c'était difficile. Alors, est-ce que c'était lié à la crise? Est-ce que c'était lié à une conjoncture française? Est-ce que c'était lié à plein de choses? Toujours est-il que j'ai eu beaucoup d'entretiens, mais finalement, il y avait une espèce d'inertie, si tu veux. Je me souviens d'une boîte pour laquelle j'ai passé 7 entretiens, quoi. Mm. Tu vois, pour un poste de développeur à l'export, 7 entretiens, j'ai rencontré, ouais, 7 entretiens qui a duré sur 6 ou 7 mois. Donc, c'est extrêmement difficile parce qu'à chaque fois, tu navigues entre l'espoir et le désespoir. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Puis on t'appelle, on te dit, bah, tu vas avoir un rendez-vous avec le N plus, machin. Mais à un moment, tu dis, attends, si le N plus 1, il n'est pas capable de prendre une décision, quel est son réel pouvoir d'action sur le travail qu'on va avoir recruter, si tu veux. Donc, c'est beaucoup de questions qui se mêlent et s'entremêlent. Et après, voilà. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ben, par dépit, voilà, il faut que j'arrive à sortir de cette phase de dépendance. Et puis, voilà, j'ai commencé à réfléchir à une ou deux activités qui n'étaient pas forcément celles que j'ai actuellement. Mais il me fallait un petit peu d'argent. Donc, j'aurais pris un job fin 2010 dans un contexte purement français, mais c'était clairement dans l'optique de mettre un petit peu d'argent de côté pour lancer un projet. D'accord. C'était quoi les projets que tu as testés? Oh bah j'ai monté un premier établissement de restauration rapide un peu haut de gamme sur Paris. On avait aussi Mhm. un projet avec mes frères de monter une supérette sur Saint-Étienne, hein, enfin, qu'on a fini par monter par la suite. Et puis pour moi, j'avais une perception, une intuition, pardon, c'était que j'avais la possibilité de faire des trucs sympas à l'export, mais qu'il fallait que j'arrive, à défaut de trouver un cadre que j'appelle le carcan, un cadre dans lequel je puisse m'épanouir. À défaut de le trouver, je vais le créer moi-même. Mm. Et Voilà. toi, c'était quoi le cadre que tu recherchais? Franchement, c'était le cas, c'était de me dire, je pense que je suis pas plus con qu'un autre. Enfin, personne n'est con en fait. La vraie question, c'est savoir quand est-ce que tu décides de mettre ton cerveau en marche, vraiment pour faire jaillir tes compétences. Et puis, je me suis dit, à défaut de chercher à faire de la danse du ventre à un patron pour faire la danse du ventre à un client pour qu'il m'achète des produits, je vais m'épargner une danse du ventre et puis je vais chercher des produits que je vais revendre à un client. Voilà en gros la logique qui était la mienne. Alors sur le papier, c'est facile, c'est très beau, c'est rapide. La réalité, la concrétisation est éminemment plus compliquée, mais c'était le pari qui était le mien en me disant, ben voilà, j'ai cette intuition de départ que j'ai confrontée à la réalité, que j'ai rencontré des gens qui étaient dans le domaine et j'ai commencé à travailler pour me dire est-ce que à l'international, alors je ne parle pas des grosses boîtes, hein, entreprises automobiles, luxe, tout ça, ils m'ont pas attendu pour vendre à l'export, mais l'intuition qui était la mienne, c'était de dire le Made in France, c'est une belle carte de visite. Par contre, les sociétés françaises, elles sont plus enclines. Je ne parle pas des grosses boîtes, encore une fois, les TPE, PME, à se lancer à l'international. Et la question, c'était pourquoi. Donc, j'ai travaillé sur le pourquoi pendant longtemps, tu vois. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les opportunités, les freins, les potentialités, etc. Et puis, je me suis dit à un moment donné, il faut que je me lance d'une certaine manière, quitte à réajuster le tir en cours de route pour pouvoir être un porte-drapeau d'un certain nombre de marques que je représente aujourd'hui sur les marchés export. Ok. Je sais pas si c'est clair. Enfin, moi, dans mon Oui, esprit, c'est oui. clair que c'est mon quotidien. Du coup, comment ça se passe? Tu avais déjà quelques marques en tête, des clients en tête, parce que du coup, tu dois chercher à la fois des marques, à la fois des clients. Ouais. Donc, comment est-ce que tu t'organises? Bah, c'était la plus grosse difficulté pour moi, c'était de trouver des produits. Parce que pour vendre quelque Mhm. chose, il faut avoir quelque chose. Donc, potentiellement, c'est ce que je disais au début, je disais potentiellement, j'ai tout à vendre, mais j'ai rien à moi. Tu vois? Mhm. Euh, donc, si tu es pessimiste, tu te dis, bah non, il n'y a rien à faire. Si tu es optimiste, tu te dis, bah non, le champ des possibles, il est illimité. Le tout, c'est de démarrer avec quelque chose. Donc, la première difficulté pour moi, ça a été de trouver des fournisseurs et de commencer à me faire un nom. Contrairement à des gens, tu sais, qui sont dans un secteur, dans une industrie, dans un secteur d'activité, qui connaissent les rouages, la tarification, qui ont les bons contacts, se lancer, c'est déjà
moins difficile parce que tu sais globalement comment l'industrie elle tourne, quels sont les taux de marge, quels sont les machins, etc. Tu as un certain nombre d'éléments qui te permettent de. Moi, j'ai démarré d'une feuille blanche. J'avais ni contact, enfin voilà. Donc, je suis parti. C'est une aventure un peu folle. Et puis, je suis parti à l'époque avec ma frangine qui m'épaulait sur la partie qualité qui était son domaine de prédilection. Moi, j'étais plus sur la partie logistique, commerciale, de manière plus large. Et puis, la première difficulté, c'était de trouver des fournisseurs. Donc, je me suis cassé la gueule plein de fois, hein, parce que j'ai des fournisseurs qui, au début, étaient chauds. D'autres à Mhm. qui j'ai pu, je vais pas dire vendre du rêve, parce que j'essaie d'être le plus carré, le plus honnête, mais à un moment donné, on a fait des erreurs par rapport au choix des produits, par rapport au choix des marchés. Et l'idée, c'était de dire, on va faire des tests, parce que lancer un nouveau produit sur un pays, si tu dois faire une étude de marché quand tu es un petit acteur comme moi, tu peux y passer toute ta vie. Et Ouais. la vraie question, c'est de dire, moi, je vais me lancer et puis je vais ajuster en cours de route. Parce qu'il y avait tellement d'inconnus, tu vois. Si tu veux, j'avais une certitude, c'était qu'il y avait quelque chose à faire. Comment tu le Mhm. fais? Il y avait beaucoup d'incertitudes. Vraiment, il y avait Ouais. beaucoup d'incertitudes. Je me suis dit, ben, je vais le faire en minimisant un maximum le risque pour les fournisseurs. C'est-à-dire que je prends tout à ma charge. L'étiquetage, la traduction, l'envoi, le paiement, etc., etc. Et je vais commencer par me faire un nom comme ça. Mhm. D'accord. Voilà, dans les grandes lignes, voilà. Et puis, il y a aussi des choses que je ne connaissais pas, que ma pratique approfondie de mon métier à l'exportation m'a aidé à ajuster et il y a aussi sélectionné de manière plus drastique les fournisseurs avec lesquels je veux travailler. Dans 90% des cas, il faut que j'obtienne des garanties de la part du fournisseur que ils souhaitent vraiment se lancer dans un projet à l'export. Quand je parle d'export, je parle de ce qu'on appelle le grand export, contrairement au petit export qui s'assimile aux transactions intra-européennes. Moi, mon but, c'était vraiment d'aller proposer des produits français sur des marchés qui sont difficiles d'accès. Mhm. Et voilà, donc, et après, bon, la seule fois où, entre guillemets, j'ai moins la main, on va dire, sur le fournisseur, c'est quand c'est le client qui me demande un produit. Et là, en gros, il faut que j'arrive à trouver un fournisseur qui, même s'il n'adhère pas à 100% avec ma philosophie, eh ben, je vais faire un petit peu de contorsion pour le convaincre que son produit peut trouver un débouché. C'est-à-dire, il n'y a pas ta philosophie de vendre à l'export. Alors, surtout sur une méthodologie. Parce que l'export, c'est pas quelque chose qui s'improvise, a fortiori sur les produits alimentaires, c'est très réglementé, c'est très technique. Est-ce que ton fromage qui est fabriqué dans le Jura, il peut aller à Doha, comment tu l'expédies, comment tu respectes la chaîne du froid, comment tu Mhm. fais en sorte que ça respecte le cahier des charges en termes de présure animale, enfin, tu vois, tu as énormément de choses. Est-ce que ton certificat halal pour la charcuterie il est reconnu dans tel et tel pays? Donc, si tu veux, tu as un gros travail de l'ombre qui est vraiment très important, tu vois. Et c'est souvent la phase cachée de l'iceberg. Je pense que tu as pu voir sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, je communique pas mal sur ce que je fais. Mhm. Mais ça, c'est la phase émergée de l'iceberg. Si tu veux, là, il y a 2 jours, bah, on a fait la première expédition sur l'île Maurice de charcuterie. L'île Maurice est un pays, c'est kafkaïen pour y arriver. C'est des mois de travail, d'aller-retour, règlement sanitaire, etc., etc. Et donc, la philosophie, pour revenir à ta question, c'est est-ce que le fournisseur, il est prêt à passer toutes ces étapes qui dureront un temps que je ne peux pas maîtriser en amont? Parce qu'il y a Mhm. tellement de variables qui ne dépendent pas que de moi, que d'ailleurs, ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 2 ans ou 3 ans, quand l'environnement réglementaire il change. J'ai un produit, Mhm. j'ai mis 3 ans à le rentrer au Maroc, tu vois. Un autre, j'ai mis Dubaï, pareil, le sans-alcool là que je propose, j'ai mis 3 ans à le rentrer à Dubaï. Alors, pas que sur les questions réglementaires, parce qu'on a trouvé un partenaire une première fois. Bon, ça l'a pas fait, donc il a fallu revenir à la charge avec un deuxième, puis il y a eu les changements réglementaires, puis il y a eu le Covid, puis il y a eu le boycott, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne dépend pas exclusivement de la volonté, mais il faut que je puisse compter sur des fournisseurs à minima en amont qui soient prêts à aller, tu vois, Mhm. battre le fer avec moi et qu'on prenne ensemble la responsabilité comment je vais dire ça, de toutes les étapes. C'est pas, ils me disent oui, Mhm. évidemment, tu peux saouler parce qu'on a déjà envoyé des échantillons 2 fois, ça m'a coûté 400 euros. Ouais, moi, je sais, moi, je fais pas du business sur les échantillons, ça me saoule, mais c'est de la bouffe et c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire en sorte que le produit, il puisse être testé, goûté. Voilà, surtout quand il y a eu le Covid, c'était impossible de déplacer.
Donc, la seule possibilité qu'on avait, c'était de faire parvenir des échantillons, mais c'est pas simple parce qu'on est sur des produits fragiles. Je fais des macarons, tu envoies des macarons par DHL, donc c'est la croix à la bannière, tu vois, 90% des cas, ça arrive cassé, rupture de chaîne du froid, c'est arrivé sur le bureau, le client il est en vacances, il revient une semaine après, ils sont complètement liquéfiés. Donc, si tu veux, voilà, tu as un quotidien qui fait que entre la théorie et la pratique, eh ben, il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité, d'humilité aussi et de patience. Voilà en gros la philosophie. Puis des Mhm. fois, j'ai des fournisseurs qui me disent, écoute, moi je m'en fous, mais le client me dit son produit, il est top et je le veux. Donc là, c'est à moi de trouver une manière de le convaincre de me suivre dans ce projet à l'export, quitte à faire moi-même le revendeur, etc. Voilà, on essaie toujours de trouver des solutions pour faire en sorte que le produit français il trouve un ou des débouchés sur les marchés. Ok. Et les produits que tu vends, c'est des marques qui sont pas connues? Non, ce sont des marques alors, qui sont plus ou moins connues, hein, mais tu as le Petit Béret, je ne sais pas si tu connais, c'est du vin sans alcool qui marche très très bien en France. Après, sur d'autres produits, c'est plutôt des petits. Alors, il y a des petites marques dans le sens où c'est des marques moins connues, mais tu as aussi, je pense à un ou deux fournisseurs avec lesquels je travaille, qui vont faire de la marque de distributeur, c'est-à-dire qu'ils vont faire par exemple des produits pour Carrefour, à la marque Casino, à la marque Cora, etc. Donc, ce sont Ouais. des producteurs qui ont déjà une certaine notoriété, qui ont déjà un savoir-faire qui est reconnu par des acteurs en France. Voilà, mais la marque, elle ne te parlera pas forcément. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu vends ça, toi, à l'étranger, si c'est pas des choses connues? Et ben, c'est là où je prends mon bâton de pèlerin, j'ai envie de dire. Et puis, une fois Ouais. que je me suis assuré que sur la phase amont, tout est OK, qu'on peut l'expédier en bateau, en avion, par route, surgelé, tout ce que tu veux, et ben, c'est là où, pour le coup, ben, j'actionne le réseau que je me suis créé au fur et à mesure des années pour leur dire, eh ben, Mhm. tiens, j'ai de nouveaux produits, est-ce que ça peut vous intéresser? La dernière fois, il y a 2 ans, tu m'avais demandé, est-ce que tu as du fromage bio? Voilà, j'ai cette gamme-là, est-ce que ça peut t'intéresser, etc. Donc là, pour le coup, après, je remets ma casquette de commerçant entre guillemets basique, hein, mais en ayant en tête déjà toutes les contraintes dont je t'ai parlé en amont pour pouvoir le dire à mon client, voilà, j'ai ce produit-là, s'il est intéressé, je sais que d'ailleurs on sera en mesure de le livrer. Ok. Et ça a été quoi l'évolution? Donc, ça fait 8 ans maintenant que tu as démarré la boîte environ? Alors j'ai démarré, j'ai dû arrêter pendant quasiment 2 ans, hein, entre 2015 et 2017, pour des raisons de santé un petit peu compliquées. J'ai vraiment, vraiment repris, et on peut vraiment dire que France Originelle, qui est le label que j'ai créé, a démarré en fin 2017, début 2018. D'accord. Ça fait 4 ans là, quasiment. Ouais, ouais, dans 4 ans, on a, voilà, là, ces 2 dernières années, alors il y a eu le Covid qui a été compliqué, mais on a progressivement récolté les fruits de ce qu'on avait semé sur fin 2017, 2018. On a démarré le Qatar sur les macarons, le Koweït. On démarre prochainement le Maroc. On a démarré avec l'Arabie Saoudite aussi sur cette gamme de produits. On a fait, donc, j'ai le fromage aussi qui marche bien au Maroc actuellement. On a travaillé sur le Qatar, l'Arabie Saoudite. Le vin sans alcool dont je t'ai parlé qui marche très bien, on a mis un temps fou sur Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Maroc, on démarre prochainement sur le Qatar, Inch'Allah. Voilà, donc ça suit son bonhomme de chemin. L'export, pour moi, c'est un marathon. Je suis sur une Mhm. perspective extrêmement longue, hein, à 5-10 ans minimum, si tout va bien, s'il n'y a pas de Covid, s'il n'y a pas de boycott, s'il n'y a pas de problème de santé, tu vois. Donc forcément, ça, c'est la théorie. Et puis quand tu as la réalité, eh ben, quand tu as euh, des choses qui viennent qui se passent, et ben, il faut pouvoir maintenir le cap, faire en sorte que euh, la, la tempête passe, faire le dos rond et puis reprendre là où tu l'avais laissé. Et c'est ce qui est important dans ce travail, c'est vraiment s'inscrire dans une perspective longue, s'inscrire vraiment dans la durée. Ça rassure les clients de se dire que c'est pas quelqu'un qui vient faire un one shot et puis qui s'en va. Assumer ses boulettes aussi, on en fait constamment. On s'est loupé sur un produit, on s'est loupé sur un étiquetage, et Mhm. voilà. Et puis derrière, être connu et reconnu comme un acteur sérieux. Et c'est pour moi la grande leçon, enfin, qui n'est pas une grande surprise pour moi, mais mon père a réussi dans le commerce à un moment où c'était pas vraiment pas facile, hein, pour un commerçant de proximité, de démarrer dans les années 90, etc., surtout dans une ville euh, qui a connu des moments assez difficiles comme Saint-Étienne. Mais c'était de se dire, il a réussi, de par son caractère, sa gentillesse, son honnêteté, son intégrité, sa disponibilité, sa flexibilité, tu vois, tout ce que... Et on en Ouais. est très loin, je pense, de tout ce qu'on peut enseigner dans une école de commerce,
où pour moi, on va s'atteler simplement à te donner des outils marketing, commerciaux, qui sont importants si tu veux, mais d'ailleurs, si t'es pas honnête, si t'es pas intègre, ça sert à rien tout ça. Alors je dis pas que les gens qui ont fait école de commerce ne sont pas honnêtes et intègres, attention, c'est pas ce que je dis, Ouais. Hmm. mais une fois j'avais un échange avec une connaissance qui est un recruteur pour des très grosses boîtes, hein, et on avait un échange, il m'a dit, et je lui dis, moi je pense que ce qui manque dans certaines écoles, c'est la philosophie, c'est de l'intégrité, c'est de l'honnêteté, Les valeurs. c'est des valeurs, de la culture générale aussi. Il y a des business que moi j'ai fait qui sont arrivés en bout de course, tu sais, pendant 2 heures de repas ou de trucs, on a échangé sur d'où tu viens, qui tu es, etc. Sur des situations. Alors, il y a des sujets qu'il faut pas forcément, dont il faut pas parler, il faut éviter les sujets trop polémiques. Mais voilà, et après, à la fin, bah, finalement, ton produit, ouais, non, il est cher, tu me le baisses, ok, non, c'est pas, tu vois, si tu veux, c'est accessoire, et ce qui était important, c'est de Excuse-moi, ça se a coupé. conforter Tu mutuellement, disais hein. accessoires. Pardon. Donc, je disais, ce qui est accessoire, entre guillemets, c'est le prix, le produit, tout ça. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment de savoir si est-ce qu'on peut se faire confiance mutuellement. Puis, si c'est pas ce produit, Hmm. ce sera un autre produit. Si c'est pas cette année, ce serait l'année d'après. Mais ce qui est important, c'est la confiance. Et la confiance, aujourd'hui, on Hmm. pense que, parce qu'on communique de plus en plus rapidement à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., que ça se fait de manière beaucoup plus simple. Moi, je suis désolé, mais faire confiance à quelqu'un, ça nécessite du temps, ça nécessite de s'expérimenter, on peut dire mutuellement, tu vois, de se tester, pardon, mutuellement, et puis de voir si au final tu dis ce que tu fais, tu fais ce que tu dis. Je parle pas de faire des Hmm. erreurs. Les erreurs, on en fait tous. Le tout, c'est de pouvoir les assumer, d'essayer de trouver des solutions, etc. Mais voilà, il faut pas confondre la vitesse de comme dirait Dominique Voltan, qui est un sociologue spécialisé sur les communications, et dit on confond la rapidité du tuyau à travers lesquels l'information passe, et on pense que parce qu'on a communiqué plus vite, on a communiqué mieux. Hmm. A fortiori, tu le sais aussi bien que moi, toi qui a parcouru pas mal de pays, il y a une variante culturelle qui est fondamentale à prendre en considération. Est-ce que Ouais. quand on te dit oui, c'est un vrai oui? Est-ce que quand on dit j'ai compris, c'est vraiment un j'ai compris? Est-ce que quand tu lui parles de tel produit, pour lui, il pense à la même chose? Oui. Mais déjà en France, tu vois, je te parlais de la complexité de fournisseurs. Moi, je leur dis, est-ce que vous êtes en mesure de faire un étiquetage spécifique? Moi, j'ai une vision spéciale de ce que je veux dans le terme d'étiquetage. Et lui, pour lui, il se dit non, c'est super facile parce qu'on va le faire à tel moment de la production. Mais je lui dis, mais non, tu peux pas le faire à ce moment-là parce que tu connais pas encore les volumes. Tu vois? Et en fait, des fois, tu te rends compte que un même mot, même dans un environnement culturel qui est le même, enfin, un environnement Hmm. français, peut avoir des interprétations, des compréhensions qui sont différentes. Je te laisse imaginer ça dans un contexte culturel avec Hmm. où tu vas discuter avec quelqu'un qui est d'origine indienne ou pakistanaise ou russe et qui travaille à Dubaï. C'est une grande tchouktchouka, si tu veux. Et il faut arriver à faire en sorte que les uns et les autres puissent se comprendre pour entamer le volant d'affaires. Donc, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de répétition, c'est un gros travail de suivi, vraiment, hein. Oui. Et puis, à la fin, c'est une des conditions préalables, hum, essentielles, mais peut-être pas suffisantes parce qu'il y a une part il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein, pour être honnête, tu vois. Et des fois, Hmm. tu as un alignement des astres qui se fait pas alors que sur le papier, tu avais tout prévu. Et puis, des fois, les choses, elles se font. Enfin, c'est long, mais ça se fait globalement facilement. Tu vois, moi, j'étais Oui. surpris par exemple, avec un client sur le Maroc. C'est long parce que administrativement, c'est compliqué, parce qu'ils ont des services douaniers qui sont compliqués, tout ce que tu veux, etc., comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais finalement, les choses, elles se sont faites avec une certaine rapidité, Doucement mais mais dans sûrement. exactement ça. Et des fois, enfin pas des fois toujours, hein, il faut être très humble, dire que voilà, moi j'ai une obligation de moyens, j'ai la conviction que le résultat il va venir, que c'est qu'une question de temps, mais je sais pas quantifier le temps. Moi j'ai plusieurs personnes qui me contactent et qui me disent ah bah tiens je veux travailler au Moyen-Orient, à quel prix je peux vendre le produit, combien je peux en écouler. Je dis mais enfin, on va se poser. Tu parles de quoi le Moyen-Orient? C'est quoi? Tu parles des Émirats, tu parles d'Arabie Saoudite, tu parles de la grande distribution, tu parles des hôtels, tu parles du catering, voilà, tu me Hmm. parles de quel prix, prix de départ, prix de revient, prix à transport aérien, etc. Donc, si tu veux, moi, je suis pas magicien, j'ai une méthode qui est celle de la rigueur, de la logique, du bon sens. Voilà, et celui qui me dit est-ce qu'on peut vendre là-bas, je lui dis oui, potentiellement on peut tout vendre. Après, comment on fait, c'est toute la question. Oui.
Vous êtes combien dans la... Tu es seul ou vous êtes Ah, une petite je suis équipe? tout seul à tout faire. Ah, d'accord, machin. Je suis tout seul à tout faire. Ok. Voilà, c'est moi qui, quelque part, je suis le service export externalisé, comme tu as pu le comprendre, pour les marques et les produits que je représente. Et je gère tout. Voilà. Donc, ma volonté aujourd'hui n'est pas forcément de grossir ou de grandir trop vite, parce Mhm. qu'on est encore une fois sur des temps longs. Si tu veux, pour moi, implanter un produit sur un pays, c'est entre 2 et 5 ans selon la complexité. Oui. Donc, il faut du temps pour pouvoir se poser. Et puis, une fois je serai bien établi, ce qui commence à être le cas, j'espère, Inch'Allah, que ça va durer, on pourra envisager d'autres produits, d'autres d'autres marchés éventuellement. Mais on est beaucoup dans de l'actu personnel. Si tu veux, les fournisseurs bossent avec France Originelle parce que c'est moi. Je suis pas sûr que si demain je le donne, ça c'est un petit peu un savoir-faire quand tu vas chez un avocat ou chez un dentiste, ou tu vas chez lui parce que c'est lui. Si demain il te ramène une autre personne, ben c'est pas dit que tu acceptes parce qu'il y a le savoir-faire, il y a le feeling, il y a plein de choses qui La sont pas confiance. forcément la confiance aussi, tu vois. Et moi, je suis pas dans une perspective tu vois, d'objectifs, de croissance, de bidule, de machin. Bien sûr, moi, je suis là pour faire en sorte de pouvoir vivre correctement de mon activité, de faire en sorte que les fournisseurs vivent de leur activité et soient payés, de faire en sorte que les clients à destination écoulent les stocks, parce que moi, ça m'intéresse pas de vendre des produits qui ne s'écoulent pas. Ça n'a aucun intérêt pour moi Mhm. sur le long terme. Et voilà, donc c'est cette mécanique de base du commerce traditionnel, j'ai envie de dire, mais à un échelon international qui est l'alpha et l'oméga de mon activité. Après, si on gagne plus, je serai content. Si on gagne moins, et que j'arrive à en vivre, ça, c'est pas, oui, on a tous un petit peu d'ego, on aimerait tous faire toujours du plus, 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 mais voilà, il faut être conscient de la réalité. Il y a des impondérables, il y a des crises sanitaires, il y a des choses. Le fret actuellement atteint des sommets, donc ça devient extrêmement compliqué sur énormément d'activités. Donc, mais malgré tout, moi j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en ma bonne étoile, si tu veux. Et puis voilà, on fait le dos rond et puis ça passera. Et je suis sur une vision extrêmement longue. Si tu veux, j'ai pas voulu avoir de levée de fonds ou ce genre de choses, ou même d'associés, même si au départ j'avais travaillé avec ma frangine pour vraiment en termes de mutualisation de compétences, parce que j'ai pas envie d'avoir à rendre des comptes à quelqu'un qui me dit ben, je vais mettre 200 000 euros, 100 000 dans ta boîte, et puis en gros c'est moi le chef d'orchestre, parce que ça m'intéresse pas. Comme je t'ai dit, j'ai fait consenti beaucoup de sacrifices pour essayer d'acquérir cette liberté qui, comme je t'ai dit, elle n'a pas de prix, elle a un coût, mais le coût, il a comment dire, le coût, je ne saurais pas valoriser, dire voilà, moi, ma liberté, elle représente tant. Donc aujourd'hui, je fonctionne comme ça se passe très bien. Et puis voilà, je suis vraiment un peu, j'ai envie de dire, old school, ancienne génération. On va vraiment de manière très, très progressive. Et de toute façon, chaque fois qu'on a essayé de brûler les étapes, ça nous a revenu en boomerang. Donc je sais très bien que c'est un mauvais étape. Ça Ouais. marche pas. Ok, c'est compris. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ton entreprise et de ton projet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton... Tu as dit que tu étais impliqué dans une association pour les personnes âgées. Est-ce que tu Alors, peux si tu nous en veux, parler? j'ai eu un engagement associatif à 2 niveaux qui s'inscrit dans ce que j'appelle la responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire que nous qui avons, entre guillemets, réussi, hein, on a passé un certain nombre de barrières, d'épreuves dans nos vies. Je veux dire, moi, rien ne me prédestinait à venir sur la région parisienne, à faire ce que j'avais fait. Tu vois, statistiquement, la probabilité était extrêmement faible. Et c'est de dire, ben, on a réussi à comprendre un certain nombre de mécanismes et on doit essayer d'ouvrir nos réseaux respectifs et d'essayer d'être des passerelles entre les uns et les autres, sans forcément y chercher un profit. Si j'ai quelqu'un indépendamment de son origine, sa confession, qui a besoin d'une information pour aller s'installer à Dubaï et que je sais qu'il y a Aurélien ou Mohamed qui est là-bas et qui peut trouver l'information, j'ai cette responsabilité d'essayer de l'aider au maximum. Et si tu veux, c'est de contribuer à être des passerelles entre des univers qui se connaissent pas et d'essayer aussi de donner un champ des possibles qui est vraiment présent, sans démagogie. Hein. Attention, je vais pas te dire que grâce juste à l'école, tout se passe bien. Non, il faut aussi développer une personnalité, il faut se forger un caractère. Il y a des choses qui se font pas à l'école. Et si tu veux, le premier engagement qui avait été le mien, c'était de faire des interventions dans les milieux scolaires des quartiers défavorisés
à Ok. travers une association qui s'appelle l'APREL, l'Association pour la promotion de la réussite scolaire, pour présenter nos parcours et apporter un retour d'expérience sur les difficultés qui ont été les nôtres. Hein, la très grande, enfin, le critère fondamental des membres de l'association, c'était de venir d'une origine sociale modeste. C'est-à-dire que c'est quand même grâce à l'école, notamment, il n'y a pas que, mais grâce à l'école. Moi, si aujourd'hui je m'exprime relativement bien en français, en anglais, c'est grâce à l'école, hein, pas à se mentir. Mes parents, jusqu'à aujourd'hui, ont un niveau de français qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait et ils ont fait un travail extraordinaire. Mais voilà, moi aujourd'hui, mon travail, je dis souvent, c'est 3 L, c'est logistique, législation et langue. Et les langues, c'est grâce à l'école. Donc, si tu veux, l'association elle avait pour but d'aller présenter des parcours inspirants pour donner de la motivation à des jeunes qui sont souvent mal de représentation positive, autre que bah tiens, tu viens d'un quartier populaire, tu es un peu basané ou tu as les yeux bridés, donc tu vas finir soit au Jamel Comedy Club ou Show, enfin je sais pas si ça existe encore, ou tu vas être footballeur ou tu vas finir en 11 Si tu veux, il y a énormément de choses qui peuvent se présenter à toi. Tu peux être le meilleur boulanger de Paris, tu peux être un excellent boucher, mais il n'y a pas que les métiers manuels. J'ai rien contre, encore une fois, vraiment loin de là, mais tu peux aussi demain aspirer à être ingénieur, être avocat, et c'est possible. Sauf que ces exemples de représentation de réussite sont pas assez souvent présents dans les familles ou dans les écoles. Pour plein de raisons. Et dont une, c'est que globalement, j'ai pu constater qu'un certain nombre d'entre nous qui avons réussi leur carrière académique ou professionnelle, une fois qu'ils réussissent, ils se coupent un petit peu de la base qui était la leur. Hmm. Et c'était de dire, ben, écoute, enfin, c'est pas moi qui ai eu l'initiative, moi, j'ai rejoint le mouvement il y a une dizaine d'années, et c'est de dire, ben, c'est une formidable initiative parce qu'effectivement, on a besoin de ces exemples. Et pour toucher ces enfants-là, le plus facile, c'est d'aller devant une classe où tu as 30 enfants. Alors, le message ne sera pas retenu par tous, très certainement, mais au moins, si tu en as 2 ou 3 qui arrivent à capter ton message et qui se disent, bah, tiens, un jour dans ma vie, j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était possible, alors pour nous, le pari, il est réussi. Alors ça, c'était le Hmm. volet responsabilité, on va dire, descendante avec les plus jeunes. Et puis, depuis quelques années, j'ai pris conscience je participais à un salon professionnel où il y avait, c'était destiné au business des personnes âgées. Et puis j'ai rencontré une personne qui était sur un stand des petits frères des pauvres et qui m'expliquait la situation des personnes âgées en France. C'est Mhm. catastrophique. On a, alors il y a le baromètre là, qui a été établi il y a quelques jours par l'association et on a entre 1 à 2 millions de personnes, j'ai plus le chiffre exact, 2 millions, c'est énorme. Même la fourchette basse, 1 million de personnes qui vivent seules aujourd'hui en France. Personne âgée. Personnes âgées, oui, pardon, personnes âgées de plus de 50 ans qui est notre cible, qui vit seule, qui n'a plus de contact avec la famille, avec la société. Et souvent, les seuls contacts que ces personnes ont, c'est le facteur, quand il y en a encore, c'est l'infirmière qui va leur faire leurs soins, ou c'est Jean-Pierre Pernaut à la télévision. Et Hmm. si tu veux, ces personnes-là, elles se retrouvent dans une situation qu'on qualifie de mort sociale. L'être humain est un animal social par essence. Et si tu lui enlèves cette sociabilité, il meurt. Et puis, depuis mon engagement, j'ai découvert des situations. Encore une fois, pareil, hein, on a tendance chez les personnes d'origine maghrébine ou méditerranéenne de dire que là, c'est un truc qui est spécifique en France et que nous, on n'est pas touché. Si tu vas dans les quartiers populaires aujourd'hui, tu serais surpris de voir le nombre de personnes de, d'origine malienne, sénégalaise, marocaine, turque, espagnole, française, dit de souche gaulois, j'aime pas le terme, mais tu as compris, qui vivent Oui. une solitude pour plein de raisons, parcours familial chaotique, accident de la vie, maladie, et qui se retrouvent totalement isolés, qui n'ont plus la capacité à pouvoir s'insérer dans des relations sociales comme on peut l'avoir quand on a 20, 30 ans, 40 ans. Et une fois que tu es coupé de ça, eh ben, c'est la descente aux enfers. C'est la descente Oui. aux enfers. Et tu te rends compte que c'est un phénomène, mais qui est massif et qui est complètement tué. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'à titre individuel, j'ai pas quelque chose à faire? Est-ce que je peux pas essayer d'apporter une contribution malgré un agenda relativement chargé? Je me suis dit, bah, écoute, je vais me lancer et je vais essayer de créer un lien avec une personne âgée, Denise en l'occurrence, que je suis là depuis 3 ans, alors de manière plus ou moins régulière, mais bon, ça c'était convenu dès le départ. Et c'était ma première contribution. Et la deuxième, c'est que je me suis dit, comme je communique pas mal sur les réseaux sociaux,
c'est d'essayer de diffuser le message pour faire en sorte qu'on ait des gens qui soient aussi intéressés à cette cause, qui est vraiment un phénomène social qui est catastrophique. Vraiment, c'est honteux pour une société dite moderne, riche ou tout ce que tu veux, de laisser à l'abandon ces personnes âgées. Et dans l'association, tu as des bénévoles qui sont le seul lien avec la personne âgée jusqu'à l'enterrement. C'est-à-dire que pendant des années, on a des personnes âgées qui n'ont plus aucun contact avec qui que ce soit, si ce n'est le bénévole qui vient nous rendre visite une fois par semaine, 2 fois par semaine, selon la disponibilité des uns et des autres. Oui. Et du coup, c'est quoi les principales difficultés des personnes âgées en isolement? Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais souvent, c'est comme tu n'as plus de lien avec l'extérieur, tu te renfermes sur toi. Et si tu n'as personne à qui parler toute la journée, vraiment, fondamentalement, tu meurs, tu vois. Alors, si en plus, ces personnes ont la malchance d'être précaires sur le plan social, de ne plus pouvoir sortir, tu vois, aller visiter un musée, aller au cinéma, essayer de toucher ces lieux d'interaction sociale. Et si en plus de ça, elles ont une santé qui est chancelante ou qui est vraiment déficitaire, qu'elles ne peuvent plus sortir, là, pour le coup, tu peux toucher le fond très rapidement. Nous, on a pas mal de personnes âgées qui sont incapables de se déplacer toutes seules. Donc, tu te rends compte que quand tu vis déjà seul et que tu n'es pas capable de te déplacer, faire ses courses, avoir un échange avec le boulanger, la boulangère, l'épicier, le buraliste, etc., c'est quelque chose qui n'était plus permis. Et souvent, enfin moi, l'une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était une personne âgée qui m'a dit, moi, mon rêve, c'est d'aller à l'Intermarché. Hein. L'Intermarché, il était à 300 mètres, mais comme elle ne pouvait plus se déplacer, c'était un calvaire pour elle. C'était pour elle inimaginable de pouvoir assurer tu vois, cette petite action du quotidien qui pour nous est banale, hein. On va faire nos courses facilement, on bouge et tout. Et puis, tu te rends compte que, en donnant un petit peu de ton temps, tu peux la prendre, tu peux la sortir avec son fauteuil roulant, faire un tour du pâté de maison, elle voit des enfants, tu vas lui faire prendre un café, vraiment des choses extrêmement basiques. Et ben, ça lui redonne un petit peu de dignité et un petit peu de joie de vivre. D'accord. Je trouve que c'est super important. Je sais plus c'est quoi la citation. On juge une société à comment elle traite ses Absolument. personnes La âgées. manière dont c'est exactement ça. Et puis, les personnes âgées, je ne vais pas généraliser, mais elles sont surtout vues comme soit un réservoir électoral. Donc, on s'y intéresse une fois tous les 4 ou 5 ans quand il y a une échéance électorale. Elles sont vues principalement comme économiquement des gens qui, tu vois, qui représentent un certain pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont plus de crédit, etc. Bon, alors c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en précarité, ce qu'on appelle la silver economy, si tu veux. Oui. Tu as beaucoup de pseudo-services pour justement rompre l'isolement qui sont vendus, hein, mais ça marche pas parce que si tu le fais que pour l'argent, à un moment donné, c'est assez limite. Alors, je dis pas, demain, tu transportes des personnes âgées, tu es ambulancier, il faut que tu puisses vivre de ton activité. Mais aller prendre un café avec une personne âgée, si tu le monnaies, ça en dit long quand même sur l'état de notre société. Tu vois. Oui. Ok. Et du coup, ouais, tu as parlé de deux engagements. Je voulais revenir sur la première rapidement. Tu disais que, en fait, il y a un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit qu'il y avait un détachement de ceux qui entre guillemets, réussissent scolairement et professionnellement avec l'environnement d'où ils viennent. Et ça, c'est quelque chose ouais, que moi aussi j'ai pu voir. Et enfin, c'est pas quelque chose sur lequel on doit juger parce que c'est naturel en fait. Quand on réussit professionnellement, on va dans des meilleurs quartiers, on met nos enfants dans des meilleures écoles. Et du coup, ben, Ce qui, ce qui- automatiquement. ce qui est normal, hein. Enfin, attention, moi, je suis Oui, pas. oui, oui, bien sûr. Il faut être entre guillemets. Mm, Peut-être suicidaire pour rester dans un environnement qui est. Alors, il y a deux choses. Hein. Tu peux vivre dans un quartier populaire. À partir du moment où tu as un cadre de vie qui est relativement paisible, apaisé, tu peux y vivre sans trop de soucis. Ça devient vraiment problématique quand tu as une insécurité liée à des trafics, liée à tout ce que tu peux imaginer. Là, c'est suicidaire de rester dans ces environnements-là. Après, il y a la question aussi de la scolarité. Quand tu sais que enfin, c'est un espèce de cercle vicieux où on va mettre les professeurs les plus jeunes dans ces écoles
qui nécessiterait au contraire d'avoir des professeurs expérimentés. Donc, tu as beaucoup de profs qui tombent en dépression, qui abandonnent. Donc, tu n'as pas de remplacement. Donc, les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, on a des résultats pourris. Puis, c'est une espèce de cercle vicieux. Mais là où tu as raison, moi, je dis pas forcément rester géographiquement dans l'endroit, mais c'est de maintenir un lien de temps en temps avec une association, avec, j'en sais, avec quelque chose qui permette de se sentir utile. Alors, il faut pas non plus raisonner en termes de Batman ou Superman. Je dis souvent, moi, je suis Mhm. Batman. Euh, Pas d'essayer de mal. faire, c'est d'essayer de faire ce que tu peux faire. Et si tu arrives, toi, à maintenir le lien et à aider une personne, un jeune, ou moins jeune, une personne à trouver du travail, parce que tu as le réseau, parce que l'emploi aussi, quelque chose de fondamental. Quand tu sais que, je sais plus moi, si c'est 60 ou 70% de l'emploi qui se fait à travers le marché caché, c'est des annonces qui ne seront jamais diffusées, et qu'on a, nous, enfin, moi, souvent, des gens qui me demandent, est-ce que tu connais un tel, je cherche tel profil pour travailler, etc. On peut être aussi des pourvoyeurs, mais souvent, on se dit, je vais pas me casser la tête, je vais me mettre en relation, ça va mal se passer, je vais me brouiller, etc. Et c'est là où je dis, je pense qu'on a une perception qui est erronée, c'est qu'on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Parce que si je mets en relation deux personnes et que ça ne matche pas, j'ai fait l'effort d'eux, mais voilà. Mais après, il peut y avoir des fois où c'est un peu compliqué parce que tu présentes des profils pour des recrutements et puis on a un peu tendance à négliger la qualité de la mise en relation. Après que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est une chose, mais à minima, moi, je suis toujours un peu déçu de certains jeunes dont la maman ou le papa ou le grand frère me contactent en me disant est-ce que tu peux pas aider mon frère à trouver un stage ou ma soeur à trouver un stage ou un emploi, etc. Et puis comment c'est pris un petit peu pour argent comptant avec l'espèce de dilettantisme en se disant super c'est papa, maman, le grand frère qui a tout fait donc moi en gros je m'en fous. Mhm. Le gamin va me contacter, il va me tutoyer tout de suite comme si j'étais son pote, tu vois. Et Ouais. si tu veux, en termes d'approche, de réseau, c'est très très maladroit. Et c'est là où je pense que voilà. Mais bon, ça justifie pas que euh, chacun à son niveau, on doit essayer d'être une passerelle à chaque fois que c'est possible. Et on peut se rendre compte qu'on peut faire des choses assez facilement, quoi. Oui. Tu peux nous rappeler les associations Alors, c'est pour la première, là, qui fait les interventions, c'est l'association pour la promotion de la réussite scolaire. Et l'autre, qui est une association beaucoup plus grosse, hein, qui a 60 ou 70 ans de présence en France, c'est les Petits Frères des Pauvres. D'accord, très bien. Écoute, on a fait un peu le tour vraiment des gros sujets sur lesquels je voulais discuter. Pour finir, je vais te poser quelques petites questions, Mustapha. Oui. Est-ce que tu as des routines que tu as soit au quotidien ou régulièrement qui t'aident à être plus efficace ou bien à progresser? Ouais, c'est une question. Ma routine le matin, c'est le café, hein. Si j'ai pas de café, je travaille pas. Donc, je suis désolé. Euh, franchement, enfin, ce que j'essaie de me fixer en termes comment dire, c'est de continuer à maintenir cette curiosité, cette ouverture. Vraiment, hein, je le dis, pour moi, c'est fondamental. Même si par exemple, sur le plan professionnel, même si je ne recherche pas de nouveaux produits exportés, dès qu'il y a un salon, demain, il y a le salon Natexpo qui démarre à Paris, je fais l'effort d'y aller, tu vois, de faire preuve de curiosité chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer quelqu'un à travers notamment LinkedIn ou les réseaux sociaux ou à travers, j'y vais parce que tu as toujours un enrichissement qui va en découler. Après, sur le plan purement professionnel, moi, je pense que ce qui m'a sauvé, moi, c'est la lecture. Donc, je lis, j'essaie de lire le maximum et de tout, hein, enfin, la géopolitique, de l'histoire. Après, sur tu vois, tout ce qui est management pur et dur, j'ai pas comment je vais te dire ça, j'ai pas d'autre routine que celle qui m'est dictée par le bon sens. C'est un petit peu une Mhm. réponse de Normand, tu me diras, mais je vais pas inventer des trucs que je ne fais pas. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Et du coup, tu as parlé de livres. Est-ce que tu peux citer un ou quelques livres qui, toi, qui t'ont plu ou qui t'ont marqué, que tu souhaiterais recommander? Des livres. Euh, en- Tu vas avoir alors sans forcément citer d'ouvrages. Enfin, les questions sociétales sont super importantes. Elles sont pas forcément liées à mon activité professionnelle, hein, parce que je dis souvent que quand on te pose la question de qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais n'est pas représentatif, je pense, de qui tu es.
Oui. Et le qui tu es, pour moi, est beaucoup plus important que ce que tu fais. Enfin, je sais pas. Non pas que ton métier n'est pas intéressant, mais tu peux être un médecin sans vergogne, sans valeur, sans principe, et tu peux être un mécanicien, entre guillemets, c'est pas une insulte, hein, et être passionné de lecture, et tu vas avoir une vraie discussion, tu vas avoir un vrai fond, tu vas avoir plaisir à échanger, on va avoir plaisir à échanger avec toi, etc. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'a toujours le plus plu dans la lecture, c'est de me permettre de comprendre un petit peu le monde, comment il fonctionne, la géopolitique, les rapports entre les États, ce qui nous est dit, ce qui nous est caché, tu sais, les rapports financiers, les paradis fiscaux, la sociologie, tout ça, c'est des univers. L'histoire aussi, j'aime beaucoup l'histoire de la colonisation. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment enseigné. Et je dis souvent que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et ça permet aussi d'apaiser et de relativiser un petit peu les choses qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, quand les gens te disent c'était mieux avant, ben, je pose toujours la question, c'était quand le avant? En termes de sécurité, on te dit oui, ouais, je veux dire, et quand tu creuses, tu regardes un petit peu les relations sociales il y a 100 ans ou 200 ans en France, tu traversais pas Paris sans te faire égorger après 18 heures parce que tu n'avais pas de lumière, les routes étaient, voilà, c'était des chemins tortueux et sinueux, alors qu'aujourd'hui, tu peux traverser globalement la France de Dunkerque à Perpignan, globalement, la probabilité pour qu'il t'arrive quelque chose est quand même faible. Et si tu veux, c'est un petit peu aller à contre-courant de ce que les médias peuvent instiller et distiller de manière permanente dans notre esprit qui fait que tu te sens un petit peu mal à l'aise. Tout ce qui va contribuer à ton apaisement à travers la culture, à travers le bien-être, il faut y aller. Alors après, des livres, des titres de livres particuliers, j'aime beaucoup Pierre Rabhi. Je ne sais pas si tu connais l'auteur, c'est De nom, ouais. J'ai pas lu ces livres, sur mais du Sahara aux Cévennes, c'est passionnant, ça retrace un parcours de sa vie. Des livres aussi sur la décroissance, Serge Latouche, et l'autre dont le nom m'échappe, qui sont aussi passionnants. Le conflit israélo-palestinien aussi, c'est une thématique qui m'a toujours très plu. Alors, de manière la plus détachée émotionnellement parlant, parce que c'est pas les méchants contre les gentils d'un côté ou les gentils. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans un environnement géopolitique qui est intéressant. La puissance des médias, du marketing, des neurosciences. Voilà, enfin, je ne veux pas non plus faire étal de champs. C'est pas des champs que je maîtrise parfaitement, mais c'est des domaines qui pour moi sont intéressants. Donc c'est plutôt des champs qui me passionnent plutôt que vraiment des auteurs. d'accord, très bien. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre, suivre ce que tu fais, ou bien aussi te poser une question, comment il peut faire? LinkedIn, ouais, LinkedIn, Mustapha Baman, Bahaman, je ne sais pas si tu mettras le lien en Ouais, dessous. je mettrai ça en description. Franchement, si je peux répondre, je le ferai avec très, 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 très grand plaisir. Très bien. Bah, écoute, Mustapha, c'est une interview très intéressante. J'ai beaucoup appris grâce à toi, Ben, j'espère. notamment le métier de l'export et à travers tes engagements associatifs. C'est vraiment intéressant en fait et c'est vraiment important de montrer des personnes qui arrivent à s'épanouir en fait dans les deux domaines. Tu vois, on dit souvent que, on en a parlé, mais souvent ceux qui réussissent en fait se détachent, non seulement se détachent, mais souvent sont même pas impliqués en fait associativement pour aider les gens. Et le fait que toi, tu as la volonté, que tu arrives à t'impliquer et que tu arrives à t'épanouir aussi dans ton travail, je pense en soi, rien que ça, c'est un exemple en fait. Alors, attention, moi, je ne porte pas de jugement, si tu veux. Après, je sais que quand tu as des enfants C'est sûr, c'est sûr, en bas âge ou un parent à t'occuper, tu as déjà largement de quoi faire, hein. Il c'est suffit que tu sûr. aies un adolescent à la maison qui soit un peu turbulent. Mm. Déjà, le simple fait de le canaliser, de le cadrer et d'assurer son éducation, c'est déjà un travail phénoménal en soi, si tu veux. Attention, je ne suis pas en train de dire que Bien sûr. les personnes engagées sont les personnes associativement et que les autres, ils devraient avoir honte. Non, mais il y a quand même des fois, il y a des choses qui sont de l'ordre euh, comment je vais dire ça? Quand tu constates aujourd'hui le temps qu'on passe sur nos écrans, c'est entre fourchette basse 3 heures, fourchette haute 7 heures par jour sur Facebook ou sur la télé, regarder des matchs de foot ou des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Quand tu fais le calcul cumulé sur une semaine du temps qui est perdu sur des choses qui ne sont pas toujours intéressantes, tu peux te dire Mm. dans ce gaspillage-là, on peut peut-être octroyer 1 heure et demie, c'est pas forcément beaucoup, à une cause alors ça peut être les personnes âgées, ça peut être autre chose, ça peut être participer au conseil de quartier, être parent d'élèves si tu veux, mais voilà, mais au moins être acteur de sa vie et pas que sur le plan professionnel et tout attendre
que ça vienne des autres. Hein. Ma sœur me disait dernièrement qu'il y a une professeure qui n'est pas venue, enfin c'était il y a quelques années, pardon, l'institutrice était absente depuis plusieurs jours, tous les parents râlaient, mais personne n'a fait l'effort de contacter l'académie pour leur demander un remplacement, etc. Et chacun attendait que ce soit l'autre qui le fasse. Donc c'est une tentative pour ce qui me concerne, alors c'est jamais parfait et je pourrais toujours m'améliorer, de prendre sa part, comme dirait, je t'invite à lire Pierre Rabhi et son anecdote sur le colibri, de prendre sa part et de faire ce qu'on peut faire. Merci Mustapha et je te souhaite le meilleur, Inch'Allah, que Dieu mette la baraka et te Amin, facilite. à tout le monde. Et puis voilà, moi, si je peux aider qui que ce soit, j'essaierai de le faire avec très grand plaisir. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.